Bonjour et bienvenue. Bonjour. Une réaction à ce reportage de Raphaël? Écoutez, je le trouve fidèle, je le trouve bien. Elle nous a suivis sur plein d'occasions. Ouais. Il manquait guère que la sortie avec les industriels, les décolleteurs, mais ce sera pour le suivant. C'est vrai, c'était bien. C'est intéressant de voir malgré tout les mâles prétendants de votre camp. Bruno Le Maire refusait de parler de vous, Nicolas Sarkozy également, Alain Juppé un peu condescendant. Oui, il y a un entre-soi. On voit bien qu'il y a 10 candidats qui préféreraient rester entre eux. Et je crois que c'est pas ça la logique de la primaire ouverte. La primaire ouverte, c'est... On vous prend encore pour une emmerdeuse? C'est vraiment à eux qu'il faut poser la question. Je vois bien qu'ils vous fuient pour répondre, alors je vais peut-être répondre pour eux. Moi, je pense que s'ils sont dans cet état d'esprit-là, ils ont tort. Ils ont tort parce que la primaire ouverte, c'est une respiration formidable et ça veut dire ouverte à tous les Français et donc ouverte à une variété de sensibilités de la droite et du centre. La primaire ouverte, c'est des Français qui ne sont pas adhérents à des partis politiques qui peuvent venir voter tous pour choisir le candidat en amont. Ça veut dire qu'en face, il ne faut pas que ce soit l'entre-soi habituel de la politique. Il ne faut pas que ce soit les mêmes usual suspects, déjà anticipés, déjà présentés. Suspect Voilà. de quoi d'ailleurs? C'est une expression. Usual suspect. Suspect, à mon avis. Suspect? Non, mais allons-y. Suspect de vouloir faire perdurer une façon de faire de la politique, une vision de la politique, une conception du pouvoir qui, moi, je crois, est plus de mise aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est ça le projet que j'ai envie de porter. C'est une conception du pouvoir différente. Et avec quelques variantes sur les programmes, ils ont tous la même. Et je crois qu'elle est dépassée. Si différent dans cette conception du pouvoir. Ils ont une conception du pouvoir verticale, descendante, parfois condescendante, un pouvoir qui vous dit ce que vous devez faire, comment vous allez le faire. Et je crois que ça, c'est le monde d'avant. Ça a existé. Mais aujourd'hui, la société, l'économie sont profondément transformées, notamment par le numérique. On n'attend pas du pouvoir qui vous dise ce que vous devez faire, on attend qu'il vous aide à réaliser ce que vous avez envie de faire. Et puis, on a besoin d'un peu d'humilité, parce que le pouvoir, il a échoué, droite et gauche confondues. Regardez l'état dans lequel est la France, regardez l'état dans lequel est l'économie. Il faut se poser la question de savoir où sont les idées, où est l'énergie aujourd'hui. L'énergie, elle est dans les entreprises, elle est dans les associations qui inventent des nouvelles solidarités. Donc voilà, je porte une conception du pouvoir différente qui s'intéresse plutôt à donner à ceux-là les moyens de déployer leur énergie au service de tous. On va en parler, je mets quand même les sous-titres pour ceux qui nous regardent. On veut vous empêcher de vous présenter à la primaire. Vous nous direz pourquoi et qui, juste après ça. Le supplément continue avec Nathalie Kosciusko-Morizet. On va reprendre la question. Les organisateurs de la primaire de la droite ont décidé de changer les règles du jeu. C'est spécifiquement pour vous empêcher de vous présenter? Ça, c'est eux qui peuvent répondre sur la deuxième partie. Moi, sur la première, je dis que je pense que c'est une erreur de changer les règles du jeu en cours de route. C'est une erreur les règles, parce que... on va les rappeler. Il faut avoir le soutien de 20 parlementaires. Ils changent les règles en disant qu'il faut que ce soit maintenant 20 parlementaires, pour le dire vite, de droite ou du centre. Or, ceux qui auraient pu vous soutenir, il aurait pu y avoir des parlementaires de gauche, par exemple. Ça, si vous voulez, on verra bien. Mais moi, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est la première fois que la droite et le centre font une primaire ouverte. Tous les Français sont invités à voter. Pas seulement ceux qui ont leur carte au parti politique. Mais pour qu'ils viennent voter, il faut qu'ils aient confiance. Il faut qu'ils aient l'impression que c'est pas bidouillé. Il faut qu'ils aient l'impression... S'ils ont le sentiment que c'est tripatouillé, évidemment, ça va pas les attirer. Et je trouve que changer les règles en cours du jeu n'est pas un bon signal. De la même manière qu'il n'est pas un bon signal... si vous ne pouvez pas vous présenter? De la même manière... manière... Si on change les règles. Mais non, mais je vais me battre et j'aurai ces soutiens parlementaires. Vous pourrez perdre. Mais non, j'aurai ces soutiens parlementaires pour d'autres raisons, qui sont... Tous les tripatouillages n'y changeront rien. Donc vous allez vous battre. De nombreux observateurs disent que vous êtes condamné au coup d'éclat, à faire du buzz pour vous faire entendre. Écoutez, moi, je suis... Ce que je disais sur le reportage, enfin, j'avais pas particulièrement prévu de faire une interview sur le sujet, mais je suis juste authentique, je dis les choses comme je le pense, ça plaît pas. Parfois, ça plaît pas. Parler cash, c'est pas du calcul. Ah non, c'est une nature. Non, on me le reproche assez par ailleurs. Attendez, on peut pas se prendre tous les reproches de tous les côtés. On peut oui, pas mais on parle de vous au moins. C'est trop cash, et puis alors non, c'est du calcul, et puis écoutez, moi je suis comme je suis. Et pourtant, c'est quelque chose que vous vous reprochez de ne pas maîtriser assez. Dans votre livre,
Ouais, je pense notamment à la campagne de Paris. Quand j'ai dit à mon entourage que je vous suivais pour ce reportage, tout le monde m'a reparlé de ces fameux couacs de com qu'il y a eu pendant la campagne de Paris. On se rappelle tous de cette photo de vous fumant une cigarette avec les SDF rue d'Alésia, dans le 14e. Voilà, qu'est-ce que vous allez changer? Parce que c'est des choses qui vous ont nui énormément. Et sur lesquels vous revenez de manière assez douloureuse. Est-ce que vous avez dans un le problème livre. avec votre image, quoi? C'est ça la question. Je veux dire, j'en parle dans mon livre. En fait, après cette photo, qui est une vraie photo, qui n'a pas été, contrairement à ce qu'on dit les uns et les autres, posée ou quoi, elle est bizarre parce qu'il y a de la pluie, donc enfin bon, mais c'est une vraie photo. J'ai des gens dans mon équipe qui m'ont dit, écoute, nous, on sait que t'es comme ça, mais compte tenu de ce qu'ils pensent de toi, les autres ne peuvent pas le croire, et donc il faudrait en gros que tu fasses un effort pour te rapprocher de la caricature que d'autres ont voulu faire de toi. Je dis, ça va être trop compliqué pour moi, là. Ça va être trop compliqué pour moi. Donc je vois bien le problème, mais j'y vais pas. Voilà, je fais pas ça. Alors justement, puisque on va parler du fond, vous êtes entré en campagne avec un argument, je suis une femme. Et c'est très curieux parce que c'est un argument que vous n'utilisiez pas jusqu'à présent. Un pouvoir au féminin, c'est quelque chose qui n'était absolument pas présent, même dans vos premières élections au suffrage universel, quand vous alliez à la conquête de Longjumeau. C'était absent de la campagne. Et là, vous le revendiquez, pourquoi? Attendez, c'est pas un argument. Le thème argument, il n'est pas adapté. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a choqué dans vous le reportage. Vous le martelez sur tous les plateaux télé oui, mais c'est pas et au micro de toutes les radios. Bien sûr, mais je l'assume complètement. Le thème argument n'est pas adapté. Je vais vous dire pourquoi. Mais il y a un truc qui m'a choqué dans le reportage. C'est un moment, je ne sais plus quel responsable politique dire une femme, ah bah oui, il faut qu'il y ait de la diversité. Oh, les femmes, c'est la moitié de l'humanité. Hein. Les femmes, c'est un genre, c'est pas une diversité. C'est Alain Juppé qui dit ça. D'accord. Bah, les femmes, c'est la moitié de l'humanité. Et donc je le dis à l'attention de tous, c'est pas... Vous voyez, pas à l'attention d'Alain Juppé, pour le coup. En l'occurrence, mais je suis sûre que ça pourrait être repris dans la bouche ici ou là d'autres. par d'autres. Mais oui, bien sûr, parce que c'est un problème dans la vie politique française. La vie politique française, elle est restée très machiste et c'est un sujet sur lequel le monde change et la vie politique ne change pas. Et là aussi, je veux pas me réduire à une forme de conformisme qui est qu'il faudrait gommer ça, qu'il faudrait se laisser critiquer sous des angles qui sont toujours spécifiquement réservés aux femmes, parce que quand vous êtes un homme et que vous êtes un petit peu rugueux, un petit peu frontal, on dit que vous êtes combatif, et puis quand vous êtes une femme, on dit que vous êtes hystérique. Bon, bah ça va bien. Non, pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Vous êtes... Pas moins non plus, mais pas plus. Est-ce que vous pourriez créer un mouvement politique avec, par exemple, Emmanuel Macron, un mouvement libéral en dehors du PS, des Républicains? On pose souvent la question d'Emmanuel. On pose souvent la question d'Emmanuel Macron, et d'ailleurs, elle est dans le reportage. Moi, j'apprécie souvent ce qu'il dit, Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je trouve vraiment intéressantes et contrairement à ce qu'on entend ici là, je ne trouve pas ça inutile, c'est-à-dire que ça permet d'ouvrir des débats, ça fait bouger la gauche, je pense, d'une certaine manière. En tout cas, ça appelle les uns les autres à se positionner. Après, le problème, c'est que c'est absolument pas opérationnel. C'est-à-dire qu'il se passe rien. Et il se passe rien, y compris sur des sujets dont il a la responsabilité. Par exemple, la première loi Macron, qui devait être une révolution libérale. Je dirais, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une révolution libérale dans le pays depuis les quelques mois que la loi Macron a été votée, est passée avec le 49.3 ? D'où l'idée éventuellement de vous réunir. Quel est le pire truc que vous ayez eu à défendre en étant porte-parole de Nicolas Sarkozy ? Parce que vous en avez avalé des couleuvres. Je vais vous dire, j'étais clairement pas d'accord, pas à l'aise avec la ligne générale. Je l'ai pas... Ça se savait, de toute façon. J'étais régulièrement attaquée dans la presse pour ça. Mais, d'abord, beaucoup de ceux qui me critiquent aujourd'hui sont ceux qui voulaient l'être. Et je vais peut-être vous surprendre, je ne le regrette pas. Et je ne le regrette pas parce que je pensais à l'époque, et je pense toujours que Nicolas Sarkozy aurait fait un meilleur président que François Hollande. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui le pensent. Alors, ça n'engage pas pour la suite, parce que, voilà, la suite, c'est une autre histoire. Et maintenant, je le disais, le monde a changé. Je pense qu'on n'a pas les mêmes débats qu'à l'époque. Mais je crois toujours aujourd'hui qu'en 2012, Nicolas Sarkozy aurait fait un meilleur président que François Hollande. Et si vous dites, est-ce que vous êtes... donc, c'est l'homme du passé ? Et pour 2017, je pense qu'on a... C'est le thème de mon livre. On a complètement changé de monde et il faut changer de façon d'aborder les choses. Et je pense qu'il y a des nuances de programme entre les uns et les autres, mais le problème principal, c'est que c'est une conception du pouvoir qui est dépassée. Je peux rentrer, si vous voulez, je peux rentrer dans le détail des réformes... Si vous acceptez de répondre à ma question. Laquelle ? Est-ce que Nicolas Sarkozy est un homme du passé ?
Je pense qu'il y a une conception du pouvoir qui est partagée par tous les... il n'est pas encore candidat à la primaire, mais qui est partagée par beaucoup des responsables politiques aujourd'hui, à droite et à gauche, et qui appartient au passé. Mais ça peut changer, chacun peut se transformer. C'est sûr. Rendez-vous en 2017 pour voir si vous êtes entendu.